retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Makanera Ibrahima Souri, juriste, Gracien Rukindi Kiza, notre éditorialiste, et lui, Kemayou, journaliste, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir rejoints. Place à notre grand angle. 25 milliards de dollars, c'est donc la somme que compte débloquer Afreximbank. Objectif pour la Banque africaine d'import-export, soutenir le commerce intra-africain qui ne représente encore que 10% des échanges réalisés sur le continent. Les explications de Deogracias Podo. Afreximbank a ouvert récemment des lignes de crédit de montant de 800 millions de dollars au profit de 55 banques à travers le continent africain. D'ici à 2021, ces lignes de crédit devraient s'étendre à environ 500 banques dans tous les pays. La banque spécialisée dans l'import-export a également annoncé un investissement de 25 milliards de dollars pour booster les échanges commerciaux sur le continent. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un programme quinquennal démarré en 2016 et prévu pour s'achever en 2021. Quand vous regardez la date de signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale et le moment où Afreximbank rend public la décision de mettre à la ressource des banques africaines des ressources pour la promotion des exportations, pour la promotion du commerce. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est là une matérialisation de la volonté de cette banque d'aller dans le sens indiqué par l'Union africaine et par 44 pays qui ont signé cet accord de libre-échange continental. Le plan stratégique Afreximbank vise à accompagner les échanges africains et de transformer le commerce africain resté trop lié aux matières premières. Quelques 75% des exportations concernent les produits de base. Les exportations entre l'Afrique et la Chine passaient de 3,8 milliards de dollars en 2000 à 36 milliards de dollars en 2016 sont composées de pétrole à 55% et de matières premières à 90%. Afreximbank s'emploie aujourd'hui à inverser cette forte dépendance aux matières premières en mettant l'action sur le développement du secteur privé. Nous sommes un continent en pleine construction. Il est anormal que nous importions du bitume pour construire nos infrastructures, nos routes, nos autoroutes, alors que nous sommes nous-mêmes producteurs de pétrole. Donc, il y a une incohérence que des investissements, la mise à disposition de ressources, comme ce qu'Afreximbank est en train de faire, vont permettre de corriger ces dysfonctionnements-là. La stratégie de promotion du commerce intra-africain mise en place devrait permettre aux pays de soutenir les coûts de financement du plus grand projet d'intégration commerciale du continent, notamment la création d'une zone de libre-échange. L'idée de l'accompagnement des institutions financières du continent semble également être une priorité. Aujourd'hui, le crédit alloué au secteur privé en Afrique représente 26% de l'encours global accordé par les banques contre 143% en Asie et 102% en Europe. Un sujet de Deogracias Podo et les commentaires d'Idlet Mirabel Bissou. Les financements dans en tout cas pour encourager le commerce intra-africain ont été nombreux. Est-ce que la zone de libre-échange qui vient donc d'être lancée, qui marque un pas important vers cette volonté, va sans doute permettre d'inverser un petit peu la donne, mais est-ce qu'il va falloir en faire davantage pour lever les obstacles, Louis Kemayou? Moi, je crois qu'il y a un double défi aujourd'hui à relever pour les États africains. Le premier, c'est celui, évidemment, de renforcer les échanges internes entre pays africains parce qu'on est le seul continent au monde où l'on commerce le moins entre soi. Et on est aussi le seul continent aujourd'hui qui, sur la place commerciale internationale, occupe très peu de place et occupe ce peu de place grâce aux industries extractives. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que le commerce transfrontalier à l'intérieur du continent africain soit renforcé et que l'on mette en confiance les gens. Ce n'est pas pour rien qu'un grand pays comme le Nigeria n'a pas ratifié. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de garanties pour qu'ils se sentent concernés par ce qui se fait. Et la deuxième chose, c'est que même quand il sera rassuré, imaginez-vous qu'il y a en Afrique aujourd'hui, sur les négociations des accords de coopération avec l'Union européenne, des positions qui sont très divergentes. Si vous ouvrez complètement votre marché et en même temps vous voulez ouvrir également à vos voisins, c'est très compliqué. Ce sont des mouvements qui doivent se faire de façon très concertée et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Afrique. C'est-à-dire, au-delà de la volonté affichée, il faut avoir une attitude qui va avec la volonté qui a été annoncée. Et la troisième chose que je relèverai concernant toujours le Nigeria, c'est que vous voyez un pays comme
le Maroc ou la Tunisie, qui souhaitent rejoindre l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, elle va avoir une zone de libre-échange très élargie. Elle va attaquer des économies qui tiennent déjà plus ou moins bien, comme celle du Nigeria, comme celle du Ghana, et aussi celle de pays moins solides comme la Guinée ou d'autres encore en Afrique de l'Ouest. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Donc, quand on annonce une mesure forte comme celle-là, il faut que la concertation autour rassure un maximum les différents partenaires concernés, parce que c'est une mesure par laquelle il faudra passer. C'est la seule manière de faire. Unis, on est plus solide qu'individualiste et isolé dans son coin. Gratien Mukindi, qu'ils a 25 milliards de dollars pour booster les échanges commerciaux. C'est l'un des projets les plus ambitieux là, pour Afreximbank. Oui, c'est l'un des projets les plus ambitieux, mais en même temps, c'est un projet en soi. On peut se dire que c'est un financement qui entre vraiment en termes, moi je dirais un peu en termes généraux, c'est parce que ce n'est pas un financement des projets en soi qui sont sur la table, comme l'industrialisation ou ça. Non, c'est un accompagnement de ces entreprises et des pays pour, disons, faire son commerce. Or, il y a beaucoup de problèmes qui s'opposent avant le financement juste de ce commerce interafricain. Il y a, comme il a bien dit, il y a notamment ce problème de tarif. On ne peut pas faire le commerce ensemble sans qu'on ait un même tarif douanier. Si on importe par exemple du riz de Chine, on applique 5% le tarif douanier, quand notre pays applique 20%. Ils ne sont pas au même niveau. Pour protéger le riz africain, pour que le riz qui est produit par exemple au Sénégal puisse être vendu au Kenya, il faut que l'Afrique soit protégée. Et en plus, il faut qu'il y ait des infrastructures. On n'a pas de chemin de fer qui relie la partie est à la partie ouest de l'Afrique. Il y a aussi des zones d'instabilité. On se rend compte que l'Afrique de l'Est peut commercer facilement, mais pour partir de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest, il y a des zones dangereuses. Si on regarde même du nord au sud, il y a des zones dangereuses qui font que c'est difficile de commerce. Il faut la sécurité, il faut aussi les chemins de fer. Il faut aussi qu'il y ait une bonne politique. Il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Un pays comme, par exemple, le Rwanda, où la corruption s'approche presque de zéro, aura du mal à commercer avec la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo avec la corruption, parce que la corruption augmente les tarifs d'un produit, ce qui fait que déjà, on n'est plus au même tarif. Makanera Ibrahima Sori. La proposition d'Eximbank est à observer. Est-ce que Eximbank fait comme les autres pour faire beaucoup de profit? Très souvent, cela arrive parce que le secteur bancaire en Afrique est quand même très profitable. M. Bruno Cabriac, qui est le directeur général des études et des relations internationales à la Banque de France, avait dit en 2016 qu'au même niveau de risque, prêter aux entreprises africaines rapporte 2 fois plus que prêter aux entreprises occidentales. Et les banques actuellement, d'ailleurs, que ce soit au Bénin, un peu partout, nous parlent des bénéfices quand même extraordinaires qu'ils réalisent. Le problème, est-ce que l'apport d'Eximbank va nous permettre de faire baisser le coût du crédit en Afrique? Ça, c'est un véritable problème. Ici, en France, le taux le plus élevé des crédits, surtout à long terme, je ne crois pas que ça dépasse les 3% à vérifier. Mais la Société Générale, actuellement en Afrique, prête jusqu'à 17%. Alors que nous sommes dans une économie globalisée, est-ce que les Africains ne sont pas pénalisés par le coût de leur crédit alors qu'ils sont en compétition avec des sociétés qui, eux, peuvent avoir des crédits vraiment 3 fois moins chers? Si Eximbank, son apport peut permettre à ce que le taux du crédit baisse. D'ailleurs, cela est décrié partout. Macky Sall le disait en 2015. Son Premier ministre, même le représentant des Nations Unies pour le développement, avait trouvé quand même que le taux d'intérêt en Afrique est totalement prohibitif. D'ailleurs, toutes les entreprises n'ont pas droit parce qu'il y a trop. C'est un problème surtout, c'est un problème des gouvernements parce que les taux d'intérêt des banques dépendent des taux directeurs qui sont définis par les banques centrales. Si la banque centrale détermine 10%, en fait, les banques commerciales achètent l'argent à la banque centrale. Ils ajoutent une certaine commission. Donc, c'est vraiment aux États. Il ne faut pas que nos présidents commencent à se lamenter des taux d'intérêt alors que c'est eux-mêmes qui peuvent baisser. On peut décider. Le privé aujourd'hui en Afrique, les banques
africaines sont quand même parmi les leaders sur leur propre marché, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques décennies. Mais le problème est que bon, les États se plaignent, mais est-ce qu'ils ont la possibilité Ils ont la possibilité parce que la Banque centrale, sauf la Banque... Bon, bien sûr, le franc CFA, c'est autre problème. On va pas entamer le débat sur le franc CFA. On va pas entamer le débat sur le franc CFA, même s'il serait justifié. Mais je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut relever, c'est que la solvabilité des banques n'est plus à démontrer aujourd'hui sur le continent africain parce qu'elles prêtent très peu. Elles prêtent très peu. Que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, francophone, encore une fois, la difficulté, c'est qu'elles gardent de l'argent qu'elles ne donnent pas, qu'elles ne réinvestissent pas, qu'elles ne réinjectent pas dans les économies locales. Et ça, elles ont une bonne raison de le faire. C'est que la réforme agraire, même si on voit ça de loin et qu'on se dit qu'au Zimbabwe, elle a échoué, qu'en Afrique du Sud, on attend de voir ce qu'elle va donner, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, la question des terres est une question centrale dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce que quand une banque vous prête de l'argent, elle veut savoir que même si vous n'êtes pas capable de rembourser, vous aurez les moyens, elle aura les moyens de saisir vos biens et de les vendre pour rentrer dans ses frais. Or, si vous n'avez pas de terres, si vous n'êtes pas propriétaire de vos terres, si vous n'êtes pas propriétaire de biens d'actifs que la banque peut saisir, elle est assez réticente à vous prêter de l'argent. Et donc, je pense que l'apport de Afreximbank, ici, consiste à rassurer les banquiers en leur disant « Vous prenez un risque, mais il est contenu parce que je paierai de toute façon. Je vous couvre au cas où vos créanciers n'arrivent pas à rembourser. » Et ça va permettre que non seulement les banques injectent davantage d'argent, mais que les taux d'usurier qui sont pratiqués aujourd'hui, à la fois par les banques qui ont pignon sur rue, mais aussi par les banques de microcrédit, parce qu'on ne le dit pas assez, le microcrédit, c'est vraiment des prêts à taux d'usurier. Que ces banques-là soient moins menaçantes pour les initiatives privées, parce que pour les grandes entreprises qui interviennent, occidentales, américaines, chinoises et autres, elles sont suffisamment soutenues, donc on n'a aucun problème à leur prêter de l'argent. Mais quand on est dans le secteur informel en Afrique, et Dieu seul sait si ce poids de l'informel est important, on ne peut pas avoir de crédit. Et je pense qu'Afreximbank vise cette couche-là et vise à rassurer les banquiers qui étaient hésitants à leur prêter de l'argent. Makanera. Mais déjà, par principe, l'informel, une société dans l'informel est une société dont l'existence n'est pas connue par l'État. Mais le problème, c'est que si l'informel est plus important que le formel, je crois qu'on inverse les... Mais c'est ça, tout le problème, c'est ça. Vous savez, les sociétés informelles en Afrique, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il y a une complémentarité réciproque entre ce qui est l'économie formelle et l'économie informelle qui s'entre-alimentent en Afrique. Le problème, c'est que tout le monde demande à ce qu'on essaye de formaliser les entreprises. Les États doivent inciter les entreprises à se faire connaître. Ici, en France, on a tout intérêt à se faire connaître pour cotiser pour la retraite, la sécurité sociale et d'autres protections encore. Vous ne pouvez pas demander aux sociétés de se faire connaître pour le simple fait de permettre aux agents des impôts pour venir leur retirer de l'argent. Bon, ce problème-là se pose. Maintenant, je ne vois pas si Eximbank peut garantir les banques pour que les taux baissent, ça sera une chose formidable. Le problème aujourd'hui en Afrique, je pense que nous commençons à avoir des outils juridiques permettant, parce que quand le contrat est international, vous savez, les parties peuvent choisir la loi applicable. Ne pensons pas qu'à l'international. Ne pensons pas qu'à l'international, parce que c'est justement ça la faute dans laquelle entrent la plupart des économistes et des États africains. On pense à l'international avant de penser au local. Non, la mondialisation fait qu'on est complètement extraverti. Non, je parle de l'international entre nous. Hein. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau national, il faut fabriquer des champions nationaux avant de songer à savoir si on peut avoir un champion régional ou africain même de façon globale. Et la démarche de nos États, cette démarche que je condamne formellement, c'est qu'elle oublie qu'on doit avoir un champion national suffisamment fort avant d'aller à la conquête et du régional et de l'africain. Je ne me suis pas fait comprendre. Quand on parle de commerce intra-africain, mais les 54 ou 55 pays africains sont indépendants. Un contrat qui lie une société sénégalaise à une société guinéenne, bien que frontalier, est un contrat international. Mais aujourd'hui, on a un outil, c'est-à-dire les normes de l'OHADA,
qui sont en avance. Voilà un outil actuellement que les Européens sont en train de copier des sociétés françaises, l'État français, sociétés françaises, les Belges, les intellectuels se battent aujourd'hui pour reproduire comme une copie des normes de l'OHADA en Europe. Donc nous avons un outil juridique tout à fait pertinent dont aucun État n'a le monopole parce que ce sont des institutions internationales. Donc l'outil juridique existe. Maintenant, si le crédit aussi est facile à obtenir, je pense que les deux peuvent nous aider à aller un peu plus loin dans l'intégration économique. Le problème qui se pose concrètement au niveau du crédit, il faut parler de l'Afrique d'une manière globale, où on peut scinder l'Afrique. Il faut dire il y a l'Afrique de l'Est et l'Afrique anglophone, et l'Afrique francophone qui est lusophone, les autres qui sont en Afrique aussi. Mais l'Afrique francophone, dont souvent vous parlez, de l'Ouest et central, sont, je dirais, deux compartiments qui dépendent de deux banques centrales. Ce sont les banques centrales qui déterminent le taux de crédit. Ce sont les banques centrales qui déterminent le taux de, disons, de la masse monétaire dans ces pays. Ce sont les mêmes deux banques centrales qui limitent les crédits par rapport au reste de l'Afrique. Il suffit de regarder les pays de l'Afrique de l'Est et comment les banques financent les entreprises, sans parler de garanties, pas jusque-là. Et donc, c'est plus fluide, par exemple, les financements des entreprises au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, dans d'autres pays. Mais dans les pays de l'Afrique francophone, il y a un problème. Il y a déjà un problème à régler. Il manque la culture d'entreprise. Disons les choses telles qu'elles sont. Pas seulement la culture, mais aussi la limite. Ils sont limités. C'est le problème de... Ça, justement, on va pas parler de... Ils peuvent manier le franc CFA. Moi, je n'en sais rien. Hein. Non, mais on ne parle pas de franc CFA. Ce que je dis, c'est qu'il manque la culture d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons fabriqué une bourgeoisie politique dans ces pays-là. Elle s'est consolidée et elle est en train de prendre une importance, de mon point de vue, disproportionnée. C'est-à-dire que quand vous êtes nommé ministre, directeur de cabinet ou j'en sais rien, vous êtes certain d'avoir une ascension financière et économique très importante. Et c'est ça qui fait que vous devenez un bourgeois fictif, quoi. Vous avez de l'argent qui ne vous appartient pas, vous avez de l'argent que vous avez acquis de façon très frauduleuse et qui malheureusement représente à la fois une concurrence déloyale pour ceux qui ont investi et gagné loyalement leur argent et une mauvaise chose pour l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, avant de parler, et c'est pour revenir aux réticences des pays quant à cette zone de libre-échange, on parle beaucoup du macroéconomique et on oublie beaucoup le microéconomique. Et le microéconomique est très important parce que c'est ce que la ménagère voit dans son panier quand elle va faire ses courses. Et si le Nigeria aujourd'hui n'est pas convaincu, alors qu'il a été la première économie et qu'il reste la deuxième économie avec la possibilité de redevenir premier, c'est qu'on ne lui a pas fourni suffisamment de garanties en termes de gains pour ce qu'il va avoir à intégrer cette zone de libre-échange. Le Nigeria doit accepter de perdre aussi pour que les autres... C'est pas que perdre, c'est pas que perdre. La perte n'est pas que celle du Nigeria. La perte est... C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant, mais est-ce que je dois donner pour me mettre en difficulté ou alors donner pour nous rendre... Libre-échange, cette zone-là, cette zone de libre-échange, si elle n'est pas bien pensée, peut produire des effets tout à fait indésirables. Parce qu'on n'a pas mis les barrières. Nous allons nous retrouver entre États comme si on me faisait boxer avec Tyson. Le problème, c'est ça. Ah oui, bien entendu. Mais je vous donne un exemple. C'est la fragilité de nos barrières. Moi, je vous donne juste un exemple. Oui. En matière de commerce international, l'OMC même a compris cela. Ils ont permis aux États de faire quelques réserves ou quelques protections si vraiment les fondamentaux de leur économie sont menacés par les autres. Alors imaginez, le Maroc ne peut pas compétir avec la Guinée dans aucun domaine, si ce n'est dans le domaine minier et peut-être agricole. Le Maroc peut totalement engloutir la Guinée. Alors, si on ne trouve pas de mécanismes permettant à ces pays faibles de protéger leur industrie naissante, si cela arrivait, ou leur artisanat, ces pays-là ne resteront que des pays consommateurs et rien de plus. Parce qu'attention, la différence entre les pays du Maghreb, comme le Maroc, l'Afrique du Sud et la Guinée, peut-être le Mali, le Burkina, la différence est énorme. Et ça, je pense qu'ils doivent penser à ça. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.